Nous savons tous précisément où nous étions le 11 septembre 2001. Personnellement, je donnais une interview à Culture Pub, au sous-sol de la Maison Grasset, dans les archives, à 14h56 heure française, quand l'animateur Thomas Hervé a été averti sur son portable qu'un avion venait d'entrer dans une des tours du World Trade Center. Sur le coup, nous avons pensé à un petit avion de tourisme et poursuivi notre entretien. Nous parlions de marketing culturel. Comment on sort un livre? Faut-il se plier aux règles du jeu? Et jusqu'où? La télévision, la promotion, la publicité sont-elles des ennemis de l'art? L'écrit est-il nécessairement antagonique à l'image? Quand soudain, quelqu'un de la maison d'édition est venu nous prévenir qu'un deuxième avion était entré dans l'autre tour du World Trade Center. Mes péroraisons littéraires ou martiales prenaient une tournure bien ridicule. Je me souviens m'être récité à haute voix une équation mathématique assez simple, bien que peu euclidienne. Un avion égale un accident. 2 avions égale 0 accident. Thomas et moi sommes tombés d'accord sur le fait que mon combat en prime time pour la sauvegarde de l'art scriptural contre l'oppression médiatique pouvait attendre. Nous sommes montés à l'étage, dans le bureau de Claude Dallatorre, une des attachées de presse de la maison, la seule à posséder un téléviseur en état de marche. TF1 diffusait LCI qui diffusait CNN. On voyait le second avion se diriger droit sur la tour intacte, tandis que l'autre building ressemblait à une torche olympique ou à une tornade comme sur l'affiche de Twister. Les jeunes présentateurs du JT semblaient incrédules. Ils ne s'avançaient pas trop, meublaient le direct, craignaient de dire une connerie qui passerait en boucle dans tous les bêtisiers pendant 30 ans. Très vite, le bureau de Claude fut rempli de monde. Chez Grasset, le moindre prétexte est toujours bon pour ne pas travailler. Chacun avait sa façon de réagir à l'événement. Narcissique. Ça alors? J'étais encore là-haut il y a moins d'un mois. Statistique. Mon Dieu, combien de gens sont coincés là-dedans? Il va y avoir au moins 20 000 morts. Persécuté. Moi, avec ma gueule de métèque, je sens que je vais me faire beaucoup contrôler par les flics dans les semaines à venir. Inquiète. Il faut appeler tous nos amis là-bas pour avoir des nouvelles. Laconique. Ah bah alors là, on rigole plus. Marketing. C'est très bon pour l'audimat, ça. Faut acheter de l'espace sur LCI. Belliqueux. Putain, cette fois c'est la 3e guerre mondiale. Sécuritaire. Il faut mettre des flics dans tous les avions et blinder les cockpits. Prophétique. Ah ça, je l'avais bien dit, et même écrit. Médiatique. Oh là là, faut que j'aille vite réagir sur Europe 1. Anti-américain primaire. Voilà ce qui arrive quand on prétend régenter le monde. Fataliste. Un jour ou l'autre, ça devait arriver. Au fil des minutes, alors que nous regardions comme hypnotisés l'image qui repassait encore et encore de cet avion de ligne fonçant droit dans la tour, il ne tergiversait pas, il la visait, comme attiré par un aimant, avalé par la tour dans une boule de feu orange et noir. Les blagues s'espaçaient, les visages s'allongeaient, les êtres s'asseyaient, les portables sonnaient, les cernes se creusaient. L'ampleur de la tragédie pesait progressivement sur nos épaules. Nous devenions tous bossus. Bref, on commençait à fermer nos gueules quand un 3e avion s'écrasa sur le Pentagone. Bon sang, le ciel leur tombait littéralement sur la tête. Vous connaissez la suite. Avec l'effondrement de la tour sud et celui de la tour nord, à 16h30 heure française, le climat avait tourné à l'angoisse planétaire. J'étais tout pâle, je ne me souviens plus si j'ai dit au revoir à Françoise Verny en descendant l'escalier. J'ai dû rentrer à pied. Le coup de fil suivant fut pour ma fille. Je voulais juste savoir où elle se trouvait. Chloé était injoignable, sa maman avait éteint son portable. J'ai dû attendre une demi-heure avant que la nounou me rappelle. La petite était au théâtre des marionnettes en train de regarder Les 3 petits cochons. J'ai eu de la chance ce jour-là, aucun Boeing ne s'est écrasé sur le jardin du Luxembourg. Au téléphone, Chloé m'a raconté le spectacle. C'est l'histoire d'un loup qui veut manger les petits cochons, mais eux ils vont dans une maison en pierre et le loup il n'arrive pas à les manger. Et j'ai pensé qu'on avait tort d'inculquer tous ces mensonges aux enfants en bas âge. Bonjour à toutes et tous et bienvenue. J'ai fait le choix aujourd'hui de faire une vidéo un peu spéciale, un peu étonnante et franchement pas facile à faire. Je trouve que nous vivons en ce moment une période compliquée, notamment au vu des 20 ans du 11 septembre, de l'ouverture du procès contre les attentats du 13 novembre 2015, du dernier procès d'il y a quelques mois contre les attentats de Charlie Hebdo. Et j'ai eu envie en fait d'en parler ici et surtout de parler des hommages ou des histoires qui parlent de ces attentats dans la littérature. Aucune volonté pour moi ici de faire du voyeurisme, aucune volonté de faire des clics sur la barbarie humaine. Si vous-même c'est un sujet qui vous bouleverse ou
qui vous rappelle des souvenirs trop durs, je vous invite à ne pas regarder ma vidéo. Il n'y aura pas d'images choquantes ici. Cependant, les livres dont je vais vous parler montrent la barbarie, l'horreur, les tueries de masse dans tout ce qu'il y a de plus terrible. Je n'ai pas autre chose à vous dire. C'est une vidéo que je veux faire depuis longtemps car c'est un sujet qui me touche beaucoup alors que j'ai cette chance incroyable de n'avoir jamais eu personne de mon entourage proche confronté à ces attentats. Comme tout le monde, je connais quelqu'un qui... Mais je suis passée entre les mailles de cette horreur et je voulais aujourd'hui rendre un petit hommage parce que je voulais penser à tous ceux qui sont partis et aussi à tous ceux qui restent et qui ont été amputés de quelqu'un et qui vivent tous les jours ces anniversaires comme un moment très dur. Je suis un peu, même moi, de faire cette vidéo, je suis un peu émue parce que hier j'ai pas regardé de choses sur les 20 ans du 11 septembre, mais j'ai vu un post qui m'a rappelé la petite fille de 9 ans que j'étais, qui a compris durant son cours de dessin du mardi soir, en voyant la prof de dessin dans le couloir avec tous les parents qui ne s'occupaient pas du tout de nous, et le visage angoissé de ma mère, qu'il s'était passé quelque chose de grave. Je suis montée dans la voiture et ma mère m'a dit « Papa vient d'appeler, il faut qu'on allume la radio. Il faut qu'on allume la radio, il s'est passé quelque chose de grave à New York. » Je me rappelle du soir, papa et maman devant la télé, moi derrière qui avait peur des images que je voyais et qui suis allée me coucher. Le lendemain à l'école, monsieur Delamarre, mon instituteur, nous avait imprimé un texte. Je me rappelle plus ce que c'était du tout. De par ce texte, après la récré de 10 h, on s'est mis à parler de l'actualité et de ce qui s'était passé la veille. Nous étions une classe de CE2, CM1, CM2 dans un petit village de campagne perdu. Et notre instituteur ce jour-là nous a appris ce qu'étaient les attentats. Nous a appris que ce qui venait de se passer c'était grave et nous a laissé surtout parler. Voire sûrement même dire des idioties, je pense, vu que nous étions petits et que nous avions juste compris que c'était grave. Nous avons fait la minute de silence dans la cour en cercle. Et ce sera à jamais gravé dans ma mémoire, comme dans celle du monde entier je crois. Mon premier coup de vieux, ça a été lorsque animatrices des préados m'ont demandé à table un midi « Mais Manon, il s'est passé quoi exactement le 11 septembre ?» et que j'ai réalisé qu'ils étaient soit bébés, soit pas nés. Et ce jour-là, je me suis dit « Il y a une génération qui ne connaît pas le 11 septembre. C'est fou. » Ici, on ne va pas parler que du 11 septembre, mais j'ai quelques livres super à vous parler. Nous allons parler du 11 septembre, de Charlie Hebdo, des attentats du 13 novembre 2015. Et ensuite, j'aimerais vous parler de 3 livres fictionnels qui reviennent à chaque fois sur un même thème, qui sont les tueries de masse dans les établissements scolaires aux États-Unis. Voilà, ça va pas être un sujet très joyeux aujourd'hui, mais je voulais parler de ces lectures qui personnellement m'ont fait prendre conscience et m'ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses, m'ont fait réfléchir, n'ont pas incité à la haine, voire m'ont permis d'éviter plein d'amalgames et de juste accepter que l'horreur fait partie. Alors le premier livre dont je vais vous parler, c'est l'extrait que je vous ai lu à l'ouverture de cette vidéo. Il s'agit du livre de Windows on the World de Frédéric Beigbeder, qui est un de mes livres préférés de tous les temps et qui, je l'ai acheté sans vraiment savoir de quoi ça allait parler. Frédéric Beigbeder, qui est connu surtout pour 99 francs et autres de ses titres, ce titre-là est beaucoup moins connu alors qu'il est pour moi le plus bouleversant. Il raconte l'histoire d'un homme, un papa, qui est au dernier étage d'une des tours du World Trade Center avec ses 2 enfants, car en voyage à New York, il voulait leur faire prendre le petit déjeuner tout en haut. Vous devinez ce qui va se passer et nous suivons minute par minute le cauchemar et ses pensées. Et comment il va gérer tout ça avec ses 2 enfants. Parallèlement à ça, nous suivons l'histoire de l'auteur, Frédéric Beigbeder, qui a décidé d'écrire ce livre au sommet de la tour Montparnasse à Paris. Histoire de se projeter et d'imaginer ce que les gens avaient pu vivre à une telle hauteur coincée. Alors, c'est une fiction et en même temps un témoignage, vu que Frédéric Beigbeder raconte son regard à lui et son souvenir du 11 septembre, bien qu'il n'était pas sur place. Mais c'est un livre bouleversant, je l'ai prêté à énormément de monde, c'est pour ça qu'il est un peu dans cet état, car après l'avoir lu, j'avais besoin que d'autres gens le lisent pour parler, et je l'ai prêté à des amis à l'époque, à de la famille et à des gens qui passaient le concours CPE avec moi, et tout le monde me l'a ramené en me disant ah ouais. Donc, lecture sensible à ne pas lire. Si vous avez peur d'être un peu choqué, parce qu'évidemment on se doute que la fin ne va pas être positive. Second livre dont je veux vous parler, qui est connu et qui a fait beaucoup de bruit, car il est sublime. Il s'agit du livre d'Antoine Léris, Vous n'aurez pas ma haine. Antoine Léris a perdu sa femme, la mère de son fils, qui est bébé. Dans les attentats du 13 novembre 2015, elle était en concert au Bataclan avec des amis. Il avait écrit ce post à chaud
au lendemain de l'attentat sur son compte Facebook et qui avait été partagé, je pense, des milliers de fois dans le monde entier. Il en a donc sorti un tout petit livre avec ce texte, Vous n'aurez pas ma haine, et aussi une histoire de cette soirée, ses souvenirs. On n'est pas du tout dans du voyeurisme ni dans du pathos comme dans tous les livres que je vais vous présenter, mais c'est un regard génial et la force de ce livre, c'est que l'auteur, bouleversé, victime de tout ça, arrive à prôner l'amour et de ne surtout pas faire d'amalgame et de ne pas provoquer, comme son titre l'indique, la haine de l'autre, par vengeance, par colère. C'est vraiment un superbe livre. Ce livre, les sous sont reversés à l'association des victimes des attentats du 13 novembre et je crois de Charlie Hebdo, je suis pas sûre. Il coûte pas cher, vous voyez, 3,90 €. Et je voulais l'acheter car je voulais avoir une trace de ce moment très précis de notre histoire. Je vais pas vous raconter où j'étais le 13 novembre 2015, mais comme vous, je sais où j'étais, je sais comment je l'ai appris et je me rappelle avoir dégainé mon téléphone toute la nuit pour savoir où étaient les gens que j'aime dans Paris. Donc c'est un superbe livre, très touchant. Et il vient de sortir un livre, 5 ans après, qui s'appelle La vie après, que je vais lire. Voilà. Le prochain livre dont je vais vous parler est une BD, est un roman graphique qui s'appelle Dessiner encore de Coco, que j'ai lu à la bibliothèque, donc je vous mettrai l'image par là. Et donc Coco, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, pour ma part je ne le savais pas non plus avant les attentats de Charlie Hebdo, c'est une des dessinatrices et des chroniqueuses du journal satirique. Je connaissais ses dessins, voilà, mais je ne savais pas qui se cachait derrière ce crayon. Et Coco a survécu aux attentats. Elle était là, dans les locaux du journal, le jour de la tuerie. Et son livre est poignant. Voilà, je vous tenais à vous dire qu'elle, en fait, elle raconte le moment, son regard à elle, son expérience, son vécu, son témoignage, tout en racontant aussi l'après. Comment on se relève de ça, comment on fait. Elle va vous raconter la marche qu'il y a eu quelques jours après les attentats avec des millions de gens dans toute la France. Elle va vous raconter son ressenti face à l'ampleur du mouvement Je suis Charlie qui a dépassé les frontières et elle raconte comment aujourd'hui, des années après, elle essaye tant bien que mal de vivre avec ce passé traumatisant. Ce que j'ai aimé, c'est le jeu de couleurs, cette omniprésence du bleu, un peu comme une vague qui l'emporte partout et qui vient parfois la transpercer sans raison. Un véritable traumatisme et surtout c'est vrai, c'est honnête, elle était là et elle ne fait pas de pathos et elle, vous savez, c'est toujours une peur que j'ai quand je lis des livres qui reviennent sur des moments terribles, que ce soit de l'histoire ou que ce soit comme ça des attentats qui tombent de nulle part, ciblés envers des gens hors temps de conflit, hors temps de guerre. J'ai toujours un peu peur du pathos pour faire pleurer dans les chaumières. Toujours peur que les gens en fassent des caisses et je suis assez sensible à ça. Et là, pas du tout. Voilà, donc je vous invite à lire ce témoignage sublime de Coco et qui vraiment montre aussi comment on vit après tout ça. Car la vie continue et c'est ce qui compte et c'est beau et c'est triste aussi et comment on rend hommage à ses amis. La prochaine BD dont je vais vous parler, je ne l'ai pas ici car je l'avais aussi lu à la bibliothèque à l'époque. Il s'agit de la BD Mon Bataclan de Fred De Wilde. Ce monsieur est un dessinateur qui ce soir-là était à l'intérieur du Bataclan et c'est le témoignage qui m'a le plus marqué. Il a eu ce besoin de faire cette BD, non pour s'enrichir sur les malheurs, mais pour raconter de l'intérieur ce qu'il avait vécu. Je me rappelle avoir à l'époque regardé une vidéo sur lui où il explique pourquoi il a fait ça. Et ça a été un peu pour lui une sorte de thérapie de raconter son histoire, ce qu'il avait vécu. Et j'avais trouvé ça vraiment horrible. Car la manière de dessiner est violente et magnifique à la fois parce que le trait de crayon est talentueux. Enfin, c'est la BD qui m'a le plus fait comprendre que c'était vraiment une situation de guerre en fait qui était arrivée en plein Paris parce qu'on le sait, on a vu les images. Mais là, il a des mots et un témoignage qui fait qu'ils se sont vraiment retrouvés d'un coup au milieu d'une scène de guerre et j'ai trouvé ça fort. Très fort et surtout voilà, les dessins sont très parlants d'eux-mêmes. J'avais beaucoup aimé, c'est qu'ils représentent les auteurs de l'attentat. Ils n'ont pas de visage, ce sont des crânes parce qu'en fait, je crois, moi c'est comme ça que je le vois, ils ne sont déjà plus humains parce qu'on peut pas être un être humain quand on a une calache à la main et qu'on hurle, qu'on tire sur des gens, c'est pas possible. Et c'est l'image qui m'est restée le plus, cette manière de les représenter eux, que j'avais trouvé très vraie
et très marquante. Nous allons commencer la deuxième partie de cette vidéo. Comme dans mon top sur les livres de la Seconde Guerre mondiale, je vous avais fait une partie avec des témoignages et une partie avec des fictions. Pourquoi? Parce que voilà, je pense qu'il faut différencier les deux quand on parle d'événements réels comme ça, et ça me semble important de préciser qu'il y a aussi des fictions sur le sujet et que c'est totalement des sujets dont on peut parler. Et il ne faut pas qu'il y ait de tabou là-dessus, surtout pas. Cependant, il faut toujours faire attention quand on fait ces sujets, comme je vous le disais, à ne pas tomber dans le pathos, dans le voyeurisme, et surtout à ne pas prôner des discours de haine et de violence. D'ailleurs, je n'aurai aucun scrupule, je vous le dis, dans les commentaires, si je vois des propos haineux envers les gens qui ont écrit les livres dont je parlais avant ou après, à les supprimer. Voilà, je respecterai votre liberté d'expression si vous voulez débattre, si vous voulez donner un avis, partager des choses qui vous dérangent ou pas. Mais si c'est des appels à la haine, ça dégage. Je voulais vous parler du premier livre que j'ai lu quand j'avais 15 ans. Donc il y a bientôt 15 ans. Oh, c'est terrible. Qui s'appelle Il faut qu'on parle de Kevin de Lionel Shriver, qui est un des romans qui m'a le plus marqué de ma vie. Et que pour le coup, j'ai fait lire à énormément de monde aussi autour de moi. Et j'ai même été voir le film avec Tilda Swinton dedans, qui est juste... incroyable, et pour une fois l'adaptation est très très fidèle et ils ont réussi à retranscrire cette ambiance si particulière qu'il y a dans ce livre. Ce livre raconte l'histoire d'une femme qui va écrire à son mari. Donc l'intégralité du livre, qui est un beau pavé, c'est un roman épistolaire où elle écrit à son mari et essaye de comprendre comment et pourquoi leur fils Kevin, la veille de ses 16 ans, a décidé d'assassiner des gens dans son lycée. Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qu'ils ont raté? Est-ce que c'est de leur faute? C'est un roman bouleversant car en fait elle va revenir sur dès le moment où ils ont commencé à parler du fait d'avoir des enfants à ce fameux jeudi, comme elle dit, ce jour maudit qui a ruiné sa vie et celle de tellement d'autres gens. Très très intéressant comme livre parce que cette mère sent depuis le début qu'il y a quelque chose chez son gamin de différent. Je peux pas vous dire qu'elle l'a pressenti que son gamin allait être un assassin, non. Mais quelque chose de différent chez lui et du coup elle se flagelle tout le temps en se disant qu'elle est une mauvaise mère de penser ça, que c'est terrible, que... Et ça pose beaucoup de questions sur ça, sur la maternité, sur le regard qu'elle a sur son enfant parce que c'est son enfant, elle l'aime, mais en même temps elle a cette petite chose qui la dérange tout du long. Sur le parcours de cet enfant, sur sa psychologie, sur comment il en est arrivé là, et sur cette pulsion qu'il va avoir, ce plan diabolique. Car là pour le coup on parle d'un plan, c'est pas un gamin qui s'est réveillé un matin en se disant je pète un plomb, comme ça arrive chez beaucoup d'ados qui ont des pulsions de mort. Là on parle vraiment d'un gamin qui a prévu les choses et qui a une raison, et qui même après cet attentat, cette horreur, cette fusillade, va raconter en prison pourquoi il a fait ça. Et c'est terrible parce qu'on voit aussi, c'est aussi accepter la folie humaine. Parce qu'il y a une part, évidemment, de folie. Il est malade, ce gosse, il y a un truc. Et la mère, qui elle aussi, en fait, une victime de ce qu'a fait son fils, elle aussi a perdu son fils, en fait. Son fils, elle ne le reverra jamais. Son fils, c'est un assassin, sa vie est bouleversée. Elle aussi est une victime. Et c'est ça aussi que ça raconte. Et j'ai trouvé ce livre, je l'ai lu, j'avais 15 ans. Oh, j'ai mis un temps fou à le lire, parce qu'en plus, il est clairement pas pour les ados en termes de vocabulaire et d'accessibilité. Mais je l'avais lu et je l'ai offert à plein de gens et je l'ai lu, et avec ma meilleure pote on avait été voir l'adaptation cinématographique qui était géniale. Et vraiment je vous conseille de lire ce livre qui parle beaucoup de psychologie humaine, de traumatisme et de est-ce qu'on peut vraiment éviter ce genre d'événement ou pas? Est-ce que les parents sont responsables ou non? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour empêcher ça? Enfin c'est vraiment très complexe et rempli d'émotions contradictoires et non, j'ai vraiment adoré. C'est un de mes livres phares, un de mes livres de chevet que je garderai toute ma vie avec une place particulière dans mon cœur. Le second livre dont je veux vous parler parle aussi d'une fusillade donc dans un lycée aux États-Unis et est une fiction. Il est là, il s'appelle Hate List. Il a été écrit par Jennifer Brown et je l'ai trouvé particulièrement pertinent. C'est un livre young adulte qui a eu beaucoup de prix. On parle d'une jeune femme qui est complètement tétanisée car elle avait fait une liste avec son petit copain de tous les gens du lycée qu'il supportait pas, comme un Death Note quoi. Pour sa plus grande horreur, un matin, son petit copain va ouvrir le feu sur tous ces gens et va les assassiner. Et en plus va se suicider juste derrière. Elle-même blessée, on va revenir sur ses jours après ça, sur les conséquences que cet acte a eu, elle aussi, sur sa vie, car ayant été une des autrices de cette liste, il va évidemment se passer beaucoup de choses. Des procès, les médias, les autres élèves lycéens, famille, la ville. Et c'est un roman vraiment poignant, coup de poing, qu'on lit d'une traite. Et moi qui m'avait vraiment bouleversée. Car en fait, cette jeune fille va un jour retourner au lycée. Et c'est ça que ça raconte. Le retour à une vie normale après ça. Il y a peu de détails sur la tuerie.
Voilà, je vous le dis, il y en a quelques-uns à un moment donné, hein, elle raconte quand même certaines choses. Mais c'est surtout l'après en fait. Qu'est-ce qui se passe après sur ces lieux, les enseignants, les élèves, les parents, qu'est-ce qu'on fait, comment on rend hommage, est-ce qu'on rend hommage, vous voyez? Et j'avais trouvé ça très pertinent en fait, car on ne raconte jamais l'après. Et cette jeune fille qui reste coincée avec cette foule de questions et cette culpabilité écrasante, c'est vraiment un très bon livre. Voilà, d'ailleurs vous voyez, je l'ai gardé, alors que je garde plus beaucoup de bouquins young adultes en général, et celui-là je le garde. Dernier livre dont je veux vous parler, que j'avais lu d'une traite à la bibliothèque, j'ai même pas eu le temps de l'emprunter en fait, je me suis posée dans un canapé et je n'ai pas bougé de l'après-midi. Il s'agit de 54 minutes qui a été écrit par Marieke Nijkamp, excusez-moi, Nijkamp, qui lui pour le coup est dur. Voilà, c'est une fiction, mais lecteur averti, je préfère prévenir, comme il faut qu'on parle de Kevin, c'est assez compliqué. Tous les élèves sont réunis dans une salle pour écouter le discours du directeur de l'école, comme vous savez, ça se fait beaucoup dans les écoles américaines. Et pendant qu'ils sont tous là, évidemment, l'un des élèves va ouvrir le feu. Génial, terrible. Nous allons suivre le point de vue de différents élèves. De sa sœur, qui est là, dans la salle, d'un enseignant, de son ex-petite copine qui est à l'extérieur du lycée, et qui est du coup avec les médias et la police, d'autres élèves qui ont séché cette réunion et qui se retrouvent coincés dans le lycée, et de leur réaction à tous pour essayer de sauver leur vie et de comprendre ce qui se passe. Et il y a pas mal de flashbacks sur ce jeune homme. Une remarque, cependant négative sur ce livre. Il y a quelque chose qui m'a dérangée quand même, je le dis avant. Il y a un personnage, un ado qui est très stressé parce que sa sœur est à l'intérieur de la pièce. Il va, à mon avis, avoir des comportements assez irréalistes. C'est vraiment mon jugement, mon regard, hein, qui moi m'ont un peu dérangé. Parce qu'il se positionne en super-héros, qui tient des discours très moralisateurs à l'ado qui est en face avec une arme. Je pense que dans la vraie vie, je sais pas, ton instinct de survie, peut-être que le monologue du héros aurait pu être évité. Voilà, moi vous voyez quand je vous dis le pathos ou le côté mise en scène un peu excessive, très voilà, très, en plus il avait un peu un côté très patriotique qui m'a agacée. C'est la seule réserve que je mets parce que tous les autres points de vue sont très intéressants et là ça pose la question, est-ce que le fait que ce jeune homme ait eu un passé et une enfance très difficile justifie le fait qu'il ait eu ce comportement? Non, évidemment, tous les gens qui ont eu des passés difficiles et des enfances violentes ne se mettent pas à assassiner d'autres gens. Mais ça interroge. Est-ce que ça peut aider à comprendre un tel passage à l'acte? Est-ce que ça peut, au contraire, décrédibiliser? Est-ce que certains disent mais oui, mais c'est pas de sa faute? Vous voyez, en fait, ça interroge ça. De vous à moi, j'ai pas de réponse et j'ai pas d'avis parce que c'est des questions, je pense, tellement compliquées que je vois pas ce que moi je pourrais en dire à part que c'est terrible que des gamins aient des enfances pourries et c'est terrible que certains ouvrent le feu, mais il y a aussi des gens qui ouvrent le feu alors qu'ils ont eu une vie tout à fait très chouette, enfin vous voyez, bref. Mais ce livre était très intéressant pour ça. Et comme je vous le dis, il est tellement prenant, il y a une tension tellement palpable et horrible que moi je l'avais lu d'une traite et j'avais été un peu choquée après la soirée qui a suivi ça. Je m'arrête ici pour cette courte vidéo. J'espère sincèrement que vous serez en accord avec ma démarche car je voulais aussi parler de ces événements qui font partie, hélas, de l'histoire du monde et parfois de la nôtre d'histoire. Je ne veux pas que ce soit un tabou et qu'on n'en parle pas sous prétexte que c'était dur donc il ne faut pas en parler. Je pense qu'il faut en parler en hommage en mémoire surtout. Et voilà, c'est mon petit hommage à moi car le 11 septembre c'était il y a 20 ans. Car en ce moment un procès ouvre et l'actualité n'arrête pas d'en parler. Et je sais pas vous, mais moi ça me replonge dans cette époque où j'étais pétrie d'angoisse et de peur. Car il ne faut jamais oublier tout ça. Et il faut continuer tous ensemble, je crois, à ce qu'on se batte pour l'amour, pour la solidarité, pour l'humanité. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner des titres de livres sur des thématiques similaires. Notamment si vous avez des livres avec des témoignages d'attentats autres que dans nos pays occidentaux, car moi je n'en ai pas. Et les attentats ne touchent pas que... C'est pas moins grave quand ça se passe ailleurs dans le monde, c'est pareil. Et voilà, je vous souhaite à toutes et tous une belle semaine qui arrive, une belle journée. Une petite nana paumée sur la terre qui est à la fois Paris, Kaboul, New York, Orlando, Kenya, Nigeria, Angleterre, Londres, Madrid, Kaboul, Pékin, Nairobi, Bali, Sydney, Wellington et à jamais Charlie.